Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce webinaire qui est organisé dans le cadre des activités de la Business School Rabat de SCA et qui annonce également un cycle de formation en master de transformation digitale. Et dans le cadre de ce webinaire, on va discuter un sujet qui est très, très important, qui est même crucial pour l'avenir de notre cher pays qui est le Maroc. Un sujet qui combine l'actualité du monde, qui est le digital aujourd'hui, qui est la transformation digitale, qui est cette révolution numérique que nous vivons, mais que nous subissons également, avec le nouveau modèle de développement et quelle est la place que tient le digital dans ce nouveau modèle de développement et comment faire du digital un levier important pour le développement de notre pays. Alors avec moi, sur le panel, j'ai le grand plaisir d'accueillir des experts de renommée nationale, mais également internationale, mais également des amis des experts qui ont évolué dans le monde du digital pendant des années et des années, donc qui ont derrière eux de l'expérience, de l'expertise, un feedback et une notoriété. Donc, j'ai d'abord mon ami Sidi Mohamed Saad, qui est président de l'OSIM. Alors, l'OSIM, c'est l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc, un organisme qui milite depuis plus de 20 ans, je crois, dans le domaine des technologies de l'information, qui milite pour faire du digital un levier de développement et qui participe à tous les événements, à toutes les réflexions, à toutes les études qui concernent le digital. C'est Mohamed est par ailleurs un expert du domaine, un consultant, mais également quelqu'un qui a contribué dans le cadre de plusieurs entreprises à faire évoluer le digital et à faire en sorte que ce soit un levier de développement pour ces organismes. Donc, merci Sidi Mohamed d'avoir répondu présent et un plaisir de vous retrouver. Merci Sidi Mohsin. Je suis flatté. Allah yahfazak, Sidi Mohamed. Ce n'est qu'un point dans l'immense expertise que tu tiens et c'est toujours un plaisir de te retrouver. Alors, avec moi également, c'est Shakib Achour. Si Shakib Achour, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est de tous les fronts. On le retrouve sur des réflexions stratégiques avec les organismes comme l'Institut de recherche des études stratégiques. On le retrouve dans des webinaires organisés par le ministère de Commerce et Industrie, Économie numérique et verte. On le retrouve dans les événements qui concernent le digital dans ce pays parce qu'il est directeur stratégie, innovation et marketing chez Huawei, qui est un partenaire majeur de la digitalisation au Maroc, bien entendu, mais partout dans le monde. Si Shakib, merci d'avoir répondu présent. Et un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup Sidi Mohsin. Allah yabarak fik. Et donc, avec nous sera également dans quelques instants c'est Zuhair Khadissi. Bon, je vais le présenter en attendant qu'il nous rejoigne. Donc, c'est Zuhair, c'est un vice-président de Maroc Numérique Cluster. Il est également directeur général de Dial Technologies. Il est membre du bureau de la PBI. Donc, c'est également quelqu'un qui contribue énormément dans le domaine digital et en particulier au Maroc. Donc, on aura le plaisir de l'écouter. Alors, pour nos participants, pour nos chers participants, je vais juste expliquer le déroulé de ce petit webinaire. On va essayer de faire ça assez rapidement. 45 minutes de discussion avec nos panélistes et nos experts, et puis 15 minutes de questions-réponses. Pour ces 45 minutes, on va essayer de la diviser en trois temps. La première partie va concerner l'état des lieux. Où est-ce qu'on en est par rapport au digital? Est-ce qu'on est bien avancé? Est-ce qu'on est un peu en retard? Est-ce qu'on est aligné avec les attentes du pays et les attentes à l'international? Est-ce qu'on est, est-ce que le rôle du digital aujourd'hui est pleinement joué dans le cadre des différents secteurs, aussi bien publics que privés au Maroc? La deuxième partie va justement se concentrer sur quelle est la place de ce digital dans ce nouveau modèle de développement économique, comment faire du digital un vrai levier
pour faire évoluer notre pays. Et puis, en troisième lieu, on va essayer de discuter les perspectives, les propositions et les idées pour justement faire en sorte que le digital participe pleinement au développement, aussi bien social qu'économique de notre cher pays. Voilà un peu le déroulé. Donc, on va commencer sans transition. Et je vais commencer par Sidi Mohamed pour lui poser en fait la question, à votre avis, par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous voyez, où est-ce qu'on en est par rapport au digital? Est-ce que le Maroc aujourd'hui est sur la bonne route? Est-ce qu'il a mis le train sur les rails? Et justement, quelles sont les belles choses, les belles réalisations et peut-être les manquements ou insuffisances que connaît ce secteur? À vous la parole. Si vous pouvez Oui, juste c'est activer. fait. Merci Zne Mohsin. Une question qui mérite plus qu'un webinaire. Mais merci d'abord pour la thématique, merci pour l'invitation, merci aux organisateurs pour la thématique qui est très intéressante, pertinente et comme vous le voyez, même si nous sommes en vacances, on ne peut pas dire non quand ça vient de Si Mohsin ou là Si Zouher, vos invitations sont des instructions et on est toujours très, très, très heureux d'être parmi vous, d'échanger, de se challenger et de, donc justement d'animer le débat. Alors, très rapidement, quand j'ai regardé hier pour préparer en fait le webinaire, je me suis rendu compte que l'OSIM a effectivement élaboré quelque chose en 2 ans, hein, 2019-2021, quelque chose comme cinq, cinq études, hein, cinq livres blancs, 5 enquêtes, rien que sur cette thématique de digitalisation. Donc, j'invite les participants à consulter le site web www.osimaroc.com et donc, justement, et en allant un peu plus dans le détail de ces 5 livres blancs sur 2 ans, il y en a un que nous avons pondu ce mois-ci, au mois de juillet, avec Bearing Point, sur tout ce qui est digital banking, nous avons trouvé que les premiers de la classe sont les banques, sont le système financier. Alors, système financier, c'est très simple parce qu'il y a la carotte derrière, en fait, et que de faciliter le service aux clients, ça permet d'être attractif vis-à-vis d'une certaine population. Ça peut être des populations jeunes, ça peut être des fonctionnaires, ça peut être les femmes, ça peut être… Alors, différentes populations peuvent tirer profit de la digitalisation, de l'omnicanal, comme on l'appelle aujourd'hui, l'omnicanal. Le multicanal dépasse de loin le e-banking. Donc, aujourd'hui, on parle du m-banking. Donc, c'est juste pour dire que sur cette étude que nous avons élaborée avec Bearing Point, le système financier, le bancaire, mais aussi le marché des capitaux, vient en premier lieu. Deuxième enquête que nous avons aussi lancée début 2021 avec Dell Technologies sur, on va dire, la readiness, la préparation, où est-ce qu'on en est les DSI justement, dans cette, on va dire, disruption qui est en partie en train de leur échapper d'entre les mains. Puisqu'aujourd'hui, on parle du CDO, on parle de pas mal de fonctions qui aujourd'hui gravitent autour du digital et refaçonnent les process, refaçonnent le service, refaçonnent la façon avec laquelle on voit le client, on voit le citoyen. On arrivera au citoyen, parce qu'il n'y a pas que le client-centric, il y a aussi le citizen-centric. Dans une troisième étude, nous avons parlé de la maturité et les besoins en acculturation digitale. Un chiffre, la majorité des répondants, 61,42%, ils ont déjà entamé le processus de digitalisation, ce qui a été aussi confirmé par une autre étude que nous avions lancée avec Atos et Maya Digital en 2019. Et dans la dernière et cinquième étude ou enquête, nous avons parlé de l'APIisation. Comme vous le savez, les API, c'est ce qui permet à une institution, à un système de s'ouvrir sur son environnement, mais aussi donc pour accepter, donc recevoir, s'ouvrir pour les services d'autres institutions, mais aussi permettre à ces services que ce soit une bancaire ou Portnet ou autre, hein, de s'exporter vers d'autres institutions aussi et qu'il soit accessible, qu'il y ait un flux d'informations, de données transactionnelles qui gravitent de part et d'autre et ça permet aussi d'améliorer l'expérience client. Alors, j'en arrive en fait à une
autres populations qui sont les administrations, hein, le public et le semi-public. Alors là, vous avez aussi certains champions. Des champions ont la personne, par exemple, du ministère de l'économie, des finances, de la réforme de l'administration et de la fonction publique. Ils sont relativement champions parce que d'abord, ils ont les moyens et ensuite, ils ont vu l'utilité, la pertinence, donc justement, d'automatiser un certain nombre de services au profit du citoyen, mais aussi au profit des entreprises et ils en tirent les meilleurs résultats. Il y a 10 jours de ça, il a été aussi lancé le plan d'action stratégique de la Direction générale des collectivités territoriales sous l'égide de Khalid Safir. Donc là aussi, nous avons un champion à la tête d'une très grande institution. Hein, juste pour rappel, c'est 1500 collectivités territoriales, c'est 90 000 personnes fonctionnaires chez ces 1500 collectivités territoriales. Donc eux aussi, ils ont entamé leur mutation digitale. On en a d'autres, hein, le ministère de l'Intérieur passe aussi champion en la matière à travers la mise en place du registre social unifié, à travers aussi le registre national de la population. Vous avez aussi vu expérimenter le 17-17 qui est vraiment on va dire une vraie fierté dans l'automatisation de ce service de vaccination. Alors derrière, il y a aussi donc des femmes et des hommes, des services, des process, mais aussi une grande volonté pour donc justement impacter et mettre au centre le citoyen et lui faciliter le service tel que cela a été dit dans plus d'un discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Donc, plus d'une fois, il a mis l'accent sur la facilitation du service, le développement du e-gov qui va permettre donc de permettre aux citoyens d'utiliser les services de l'État. Alors d'autres aussi, pas mal d'autres administrations, hein, l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et la cartographie ont fait aussi un grand pas, mais aussi le ministère de l'Agriculture, etc., etc. Alors, il y a une bonne dynamique de digitalisation. Je vais terminer sur ça. Hein, une bonne dynamique de Et digitalisation. Mohamed, juste une petite question subsidiaire. Oui, Est-ce bébé. que justement yani cette crise, cette pandémie, est-ce qu'elle n'a pas été quelque part, d'une manière ou d'une autre, un élément d'accélération pour justement cette digitalisation de l'administration en particulier, mais également du secteur privé? Alors, effectivement, hein, قال لك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, à quelque chose malheur est bon. La pandémie a stressé les administrations, mais aussi les entreprises pour qu'elles puissent. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont évité la mise des clés sous le paillasson, par simple raison qu'ils se sont ouverts sur le web, sur les applications mobiles, sur Glovo, etc., pour qu'ils continuent encore à vivre. Les administrations aussi ont fait de même. Et je l'ai expérimenté moi-même. Je me suis pointé au service du cadastre pour récupérer un certificat de propriété. Alors la dame, elle était catégorique. Elle me disait, tu vas sur le site, tu rentres tes données, tu payes par 4, tu vas recevoir ça dans la journée. J'étais un peu dubitatif parce que je ne voyais pas ça. Je voulais récupérer mon document. Alors, je me suis mis dans ma voiture, j'ai activé la 4G, je me suis plugué sur l'application, j'ai payé par carte, j'ai reçu le certificat de propriété à Touance immédiatement. Donc, effectivement, Covid a été pour quelque chose, donc justement, dans cette course vers la digitalisation. Et ce n'est pas pour rien que la Cour des comptes, elle a pointé il y a 4 ou 5 ans de ça, quand elle a fait son rapport d'inspection autour de Maroc numérique 2013, mais aussi l'Institut royal des études stratégiques, elle a aussi pointé cela, mais aussi le nouveau modèle de développement tel qu'on va en parler au niveau de l'axe 2. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, c'est Mohamed, et vraiment ravi effectivement de connaître et de faire justement cet inventaire de tous les chantiers qui ont réussi, parce que c'est important de montrer le chemin. Il y a des administrations qui ont été championnes du digital, il y a d'autres qui vont suivre ou qui sont à la traîne, mais c'est important de montrer le bon modèle. Alors, je me tourne vers ces Shakib. Alors déjà, merci beaucoup à tous les participants également d'interagir avec nous. On a un parterre de participants assez extraordinaire avec Cédric Bar qui était
un ancien des petits, qui est un pionnier du digital. Nous avons également c'est Nasser Al-Khattani, nous avons également plusieurs personnalités assez importantes et qui partagent justement dans le chat des choses très intéressantes, notamment en termes de classement du Maroc, mais également en termes d'indicateurs assez intéressants sur le digital. Merci beaucoup à vous. Donc, je me tourne à Chakib, justement pour poser la même question par rapport à l'état de l'art, et notamment sur le volet infrastructure, infrastructure de manière globale, mais notamment infrastructure télécom. Du moment qu'aujourd'hui, on parle également de zone blanche sur le volet du réseau et d'inclusion numérique. Et c'est un élément qui est fondamental pour pouvoir développer tout service numérique au niveau du pays. Qu'est-ce que vous en pensez, si chacun? Ben, merci beaucoup, cher ami, pour cette invitation. C'est un honneur de participer donc à cette conférence, à ce webinaire. Alors, par rapport à cette question, je pense qu'il est important de démarrer donc par une petite introduction sur l'état de l'art aujourd'hui du point de vue sur l'économie numérique et la place du Maroc dans ce panorama mondial de l'économie numérique. L'économie numérique aujourd'hui, c'est une réalité. Quand on regarde aujourd'hui dans ce qui se passe dans le monde, nous avons déjà à peu près 170 pays qui ont déjà affiché un plan de développement purement dans le digital et qui est un levier de croissance pour l'économie d'une manière générale et qui est orienté vers l'économie numérique. Alors, différents pays donc ont différentes orientations, différentes stratégies. Je commence par l'Arabie Saoudite qui affiche une vision donc de l'Arabie Saoudite 2030 qui a une vision claire, une transformation de l'économie traditionnelle basée sur le pétrole vers une économie de l'innovation. Alors, nous n'avons pas le temps de développer la stratégie de l'Arabie Saoudite, mais c'est pour vous dire quand même, il y a des stratégies qui sont claires. Le cas je dirais donc des Émirats qui ont vraiment misé sur l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, donc ils ont un ministre qui s'occupe de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Donc ce sont des pays qui sont proches de nous. Après, quand on part vers l'Europe, il y a différentes orientations. Et quand on regarde le cas de l'Allemagne, l'Allemagne, ce qui les intéresse, c'est d'être vraiment je dirais donc le leader au niveau mondial sur l'industrie 4.0 à l'horizon de 2025. Donc, ils ont fait leurs études et ils ont mis en place la stratégie en place pour être le leader sur 2025. Et pour être le leader en industrie 4.0 2025 pour l'Allemagne, donc il y a le développement, je dirais, de l'infrastructure télécom, du digital d'une manière générale et surtout de la 5G. Maintenant, quand on regarde dans ce panorama mondial, effectivement, il y a différentes méthodologies qui permettent de situer donc la maturité digitale par pays. Donc le cas du Maroc aujourd'hui, donc nous ne sommes pas effectivement parmi les pays qui ont déjà adopté le digital parce que ce qui sort, si vous voulez, de cette méthodologie de Global Connectivity Index que nous utilisons nous côté Huawei et que beaucoup d'organismes utilisent cette méthodologie, c'est une méthodologie qui est basée sur une étude basée sur 40 indicateurs. Ces 40 indicateurs, ce sont premièrement, la couverture 4G, la couverture fixe, le nombre de startups, le montant, je dirais, donc qui est réservé pour les levées de fonds pour les startups, le nombre de talents. En fait, tous ces indicateurs permettent de mesurer la maturité des pays, effectivement. Et quand on regarde par rapport à cette étude, on voit effectivement, il sort trois groupes. Il y a un groupe des pays qui sont avancés. Il y a le groupe des pays qui ont adopté le digital, c'est le cas de l'Arabie Saoudite que j'ai cité et le cas des Émirats. Le Maroc n'est pas dans ce groupe-là, malheureusement. Nous sommes dans un groupe qui est le dernier. C'est des pays qui ont démarré le digital, mais nous sommes dans la fourchette supérieure. Donc, nous avons des ambitions et des ambitions, je suis sûr certain que nous serons bientôt dans le deuxième groupe, qui est le groupe des pays qui ont adopté le digital, et nous serons dans la fourchette supérieure. Donc, aujourd'hui, quand on regarde par rapport à l'état d'infrastructure, le Maroc a fait beaucoup je dirais, de progrès en termes de 4G. Le Maroc, aujourd'hui, clairement, parmi les leaders, nous sommes leaders sur la couverture 4G donc, au Maroc, même également en termes de qualité de service. Mais malheureusement, il y a aussi des points qui sont négatifs et on le voit très très bien sur le fixe, sur le haut débit. Nous sommes très très en retard. Nous sommes très en retard par rapport à la Tunisie, par rapport à l'Égypte, par rapport au Ghana, par rapport à plusieurs pays. Et ça, c'est un handicap. Et nous nous sommes rendus compte pendant la pandémie, pour la transmission des cours pour des élèves, il faut remercier la télévision marocaine, la SNRT, parce que
c'est elle qui a transmis ses cours dans les zones blanches. Même, je ne parle pas des zones blanches, on fait même des zones qui sont dans les villes où la connectivité n'était pas bonne. Donc, la télévision a fait un grand effort et donc le fixe n'était pas à la hauteur. Donc, en fait, nous avons beaucoup d'efforts à faire au niveau de fixe et au niveau d'autres infrastructures sur le cloud. On va y arriver. Mais en tous les cas, au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui marchent bien. Donc, sur la partie, comme je l'ai dit, sur la 4G, les choses fonctionnent très, très bien. Mais sur la partie fixe, nous avons beaucoup de retard. Nous avons également du retard sur l'innovation puisque nous ne disposons pas je dirais, d'un centre de données national marocain. Et aujourd'hui, quand on parle de l'innovation, il faut maîtriser les données. Donc, nous, les Marocains, aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas nos données parce que nos données ne sont pas dans un cloud marocain souverain. Donc, aujourd'hui, nous avons quelques petits programmes qui ont démarré. Et moi, avec beaucoup de fierté, je peux partager avec vous le premier cloud que nous avons lancé avec un des 3 opérateurs. C'était le premier cloud souverain, mais ça reste quand même un cloud limité. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a des choses qui sont positives, mais on a beaucoup de travail à faire. Et donc on reste optimiste pour le futur parce qu'il y a le nouveau rapport sur le modèle de développement qui affiche je dirais donc une stratégie qui est très très bonne et qui est claire, et puis un chemin, un roadmap qui est très, je dirais, très prometteur pour le royaume. Très bien, c'est Shakib, ça me fait une bonne transition, donc je ne vais pas faire beaucoup d'efforts. Effectivement, aujourd'hui, il y a un état des lieux où on a de belles réussites, comme a été bien cité par Sidi Mohamed ou Sidi Shakib. Il y a également quelques points qui sont à améliorer. Il y a des sujets sur lesquels on a encore du travail à faire, ce qui est une bonne chose, ce qui est de bon augure, parce que c'est-à-dire qu'il y a un marché au Maroc par rapport aux startups et aux entreprises. Euh, on a été excellent sur certaines choses. L'exemple donné par Sidi Mohamed sur le service 17-17, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, même le canal a été largement adopté par la population et on a fait des choses. Et puis d'autres choses sur lesquelles il y a encore des points d'amélioration et sur lesquelles justement le rapport sur le nouveau modèle de développement a insisté. Alors aujourd'hui, justement, la question que je vais poser à Sidi Mohamed, quelle est la place du digital dans ce rapport? Est-ce qu'il est vraiment bien positionné? Est-ce que ça peut encore être positionné de manière meilleure? Est-ce qu'on fait bien la place au digital dans le développement du Maroc, de notre pays? Merci Sidi Mohsin. Là, on arrive au vif du sujet. Et avant de rentrer dans le débat, je tiens d'abord à rendre hommage à cette grande équipe, belle équipe, qui a travaillé sur ce nouveau modèle de développement, mais un grand merci aussi de cette tribune parce que les intervenants ont tous été, et Mohsin, Zouher, Shakib, moi-même, à travers l'OSIM, nous avons été questionnés et donc nous avons donné nos avis, nos points de vue et ce que nous pensons être bien. Et donc, pour ce pays-là, à travers cet outil, le digital. Donc, un grand merci pour la commission, pour tout ce qu'ils ont fait, pour le travail titanesque, parce qu'ils ont questionné des milliers, voire des dizaines de milliers de citoyens, d'institutions. Et donc, voilà. Alors, ceci dit, le nouveau modèle de développement, si je reprends un certain nombre de statistiques assez rapidement, alors on va voir que le numérique a été cité 67 fois dans le document, l'intelligence artificielle 2 fois, le cloud 1 fois, et le numérique a été, on lui a réservé donc ce premier chapitre comme chantier transformateur d'amorçage du nouveau modèle de développement. Alors, le ranking, le fait qu'il soit numéro 1 parmi les 5 chantiers transformateurs, je ne sais pas, c'est un lapsus révélateur peut-être, j'aimerais bien, mais qu'on lui accorde 1 page et demie, voire 1 page à travers 5 paragraphes, moi je suis vraiment resté sur ma faim parce que est-ce que ces gens nous ont écoutés? That's the question, on va en parler. Est-ce qu'ils nous ont écoutés et ils ont repris d'une manière fidèle ce qu'on a dit? Je ne le pense pas. Est-ce que ce qu'il y a sur ce document-là est très pertinent pour le pays? Vous savez, on est qui aime bien châtie bien et on aime ce pays-là et on veut aller de l'avant
Donc, il y a pas de discussion sur ce point-là. Mais le nouveau modèle de développement en tant que rapport, il est challengeable. Et donc, c'est pour ça que j'ai tenu à participer à ce webinaire. Alors, on va y aller un peu dans le détail de ce rapport-là. Alors, ce rapport-là, Juste une question, justement. Est-ce que, justement, toutes les parties prenantes du digital ont été écoutées par la commission? C'est une question qui, effectivement, se pose et c'est important de savoir est-ce que, justement, les personnes clés, les acteurs clés ont été écoutés? Et effectivement, est-ce que ça a été repris puisque c'est une question importante que vous avez posée? c'est une bonne question. Alors, comme je n'ai pas la liste exhaustive de tous les intervenants, mais je pense que les principales parties prenantes ont été écoutées, hein, la société civile, les différents ministères, les différentes institutions en fait qui gravitent autour de l'économie nationale, mais qui travaillent aussi sur tout ce qui est prévision dans des années à venir pour un Maroc résilient, développé, qui doit croître à un certain taux, à un certain ratio pour arriver aux objectifs qui lui ont été assignés, donc à savoir une multiplication du PIB par 2 ou par 3, un taux de croissance qui doit être du 6-7 et par la suite, il doit arriver à 10% sur les 15 prochaines années pour qu'on puisse atteindre les 3 fois PIB, etc., etc. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour de table. Maintenant, est-ce qu'on a le fait de faire le tour de table, est-ce que les gens ont été écoutés, les institutions ont été écoutées? Je ne pense pas. Bien que dans cette grande institution, il y a eu deux grands champions, à savoir c'est Chami, Ahmed Chami qui est aussi un des champions du digital, mais aussi Ahmed Bonfort qui est une chaire de Paris-Saclay et donc qui connaît très très bien la problématique, avec qui d'ailleurs j'ai travaillé sur le rapport sur le digital de l'Institut royal des études stratégiques. Alors, donc, je reviens, si tu le permets, c'est Mohsin, au rapport. Et donc, pourquoi est-ce que ça me laisse sur ma faim? D'abord parce que, certes, Chakib a parlé des zones blanches. Bah, les zones blanches, aujourd'hui, c'est la tare de ce Maroc digital. Les zones blanches ont fait qu'il n'y a pas eu d'équité entre un étudiant d'un douar, d'un village Jebel Aroui et de quelqu'un qui habite Zartouni ou le boulevard d'Enfant sur Casablanca. C'est une vraie tare. Quand il a parlé de la télévision, bah, la télévision, il y en a une dans les zones défavorisées, dans les ménages des zones défavorisées. Il y a 3 ou 4 enfants. Je ne sais pas comment est-ce que le time sharing se ferait entre ces 3 ou 4 enfants qui doivent suivre les programmes quand on a une seule télévision qui doit être partagée sur les 3 ou 4 enfants. Je ne parle pas des zones qui sont super bien loties parce que ces gens-là, ils ont déjà de la fibre optique qu'ils paient au prix cher, donc il n'y a pas vraiment de problématique, ou alors ils sont connectés à travers des MOOC aux écoles privées. Non, je ne rentre pas dans ce débat. Donc les zones blanches, pour moi, est une tare extrêmement critique, hein. Et donc de là, c'est un appel que je lance à la NRT et aux 3 opérateurs pour qu'ils puissent couvrir non seulement l'axe Qanitra à Casa, mais aussi un Maroc qui est quelque part aussi utile pour l'économie et pour le Maroc de demain. Alors, la mutualisation de l'infrastructure est aussi une très, très, très grande tare. Aujourd'hui, vous avez les 3 opérateurs qui charcutent les rues de Casablanca, de Rabat et d'autres pays comme ils veulent. Pourquoi est-ce qu'on n'impose pas une mutualisation de l'infrastructure entre les 3 opérateurs? C'est vraiment débile. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut passer à côté d'une décision comme ça qui ferait que, au lieu que les 3 opérateurs charcutent le Maroc 3 fois, que chacun charcute un tiers de ce territoire-là et à 3, ils vont couvrir l'ensemble du pays. L'autre grand sujet que je voulais aborder, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on est capitalisé sur le Maroc, l'industrie digitale des années 2000, hein, et je pointe tout ce qu'on a fait sur l'offshoring et le nearshoring. Aujourd'hui, Casablanca Nearshore emploie quelque chose comme 20 000 ingénieurs, techniciens,
consultants, etc., etc. Il y a encore une très, très grande fenêtre de développement parce qu'on n'adresse d'abord que les pays francophones et ensuite, cette offre de service, elle aurait pu être développée pour intégrer d'autres métiers à très forte valeur ajoutée. Nous n'avons pas adressé cette industrie du digital. Je ne l'ai pas vu sur le nouveau modèle de développement. J'aurais bien aimé qu'on pointe cette industrie comme on l'a fait au début des années 2000 sur l'aéronautique et l'automotive. J'aurais bien aimé qu'on voit cette industrie du digital émerger et donc, bien évidemment, parce qu'elle est à très forte valeur ajoutée, parce que c'est une industrie de matière grise, parce que le Marocain est intelligent, il est matheux, parce qu'on peut sortir des ingénieurs et on peut sortir des bac plus 2, bac plus 3 qui peuvent aussi donc avoir une forte valeur ajoutée dans cette industrie. Donc, ça m'a laissé un goût amer de ne pas trouver cette industrie du digital dans ce nouveau modèle de développement. Je m'arrête là pour laisser aussi la place aux autres intervenants. Il y a d'autres Ça, idées qu'on pourrait partager par la suite. c'est des remarques très pertinentes, effectivement, Sidi Mohamed. Et bon, je crois que tant mieux, on peut toujours revenir pour améliorer, mais effectivement, il y a des choses où on est resté sur notre faim. Ceci n'enlève en rien la qualité de l'effort et des intervenants sur la commission, mais il y a certains éléments qu'on aurait aimé justement avoir. Et peut-être, avant de me retourner vers si Chakib, bon, j'aimerais quand même réitérer le remerciement vis-à-vis des organisateurs et notamment la Business School Rabat de SLCA, mais également TLMI. Et en fait, pour le choix de la thématique, je trouve est très intéressant. Également pour les participants, vous pouvez toujours poser vos questions au niveau du Q&A ou au niveau du chat. Comme ça, on va pouvoir y répondre dans la phase questions-réponses. Donc, si Chakib, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le rapport vous a, euh, en tout cas, a rendu à César ce qui est à César par rapport à ce secteur digital? Est-ce qu'il a été suffisamment bien, est-ce qu'il a pris en considération suffisamment les remarques des intervenants et est-ce qu'il trace un chemin pour l'avenir par rapport à ce secteur? Bah, écoute, merci pour cette question. Et donc, comme mon ami Mohamed Seb a déjà souligné des remarques qui sont très importantes, en fait, ce rapport, ça reste quand même un rapport pour indiquer un chemin, une sorte de feuille de route. Donc, le détail, donc, il n'est pas dans ce rapport, mais je vois aussi le côté positif de ce rapport-là, même si la partie digitale, elle est petite. Mais aujourd'hui, nous avons quand même conscience aujourd'hui que le digital touche à tous les secteurs qui sont cités dans ce rapport-là. Mais la chose, moi, qui m'intéresse dans ce rapport-là, que j'ai trouvé qui est bien, c'est que quand même, on voit que on parle d'une économie, pardon, digitale, et qui est basée sur cinq piliers qui sont très importants. Là, le premier pilier, c'est la stratégie. C'est effectivement cette dite transformation digitale ou économie numérique. Il faut qu'elle soit portée de très très haut niveau au niveau de l'État. C'est un point qui est très important quand même. Et c'est un point qui est fondamental, nécessaire et obligatoire pour la réussite. Le deuxième point qui est très important, c'est une généralisation de digital services. Donc, en fait, les services numériques qui doivent être généralisés aussi bien côté e-gov, côté public et privé. Donc, le rapport cite quand même une partie sans rentrer dans le détail sur le plan de haut débit, sur la connectivité, sur la couverture des zones blanches. Donc, il nomme aussi donc les fonds publics, les fonds également, le service universel. Donc, là, il nomme aussi la partie PPP, le Private Public Partner Model. Donc, il y a des choses qui sont annoncées dans ce rapport. Et on voit également aussi dans ce rapport-là, il y a des organisations, des agences qui sont bien nommées et qui doivent porter la responsabilité. Aujourd'hui, on parle de l'ADD sur le digital, la NRT sur la réglementation. Donc, il y a des choses qui sont positives. Et on parle aussi de la formation des talents, c'est très important. Et on parle aussi de la réglementation et de la mise en place de cette notion de framework pour développer ce Maroc digital avec la cybersécurité également qui est prise en compte, la partie cloud. Donc voilà, donc en fait, ces cinq piliers, ils sont très importants. Maintenant, évidemment, donc le détail n'est pas dans ce rapport-là, mais on a quand même ces cinq piliers qui sont très importants. Et quand je regarde en fait ces cinq piliers, ils sont tout à fait en accord avec
la stratégie que nous, côté Huawei, nous proposons à différents gouvernements, aux différents États. Nous avons un framework qui est une sorte de maison romaine sur lesquelles on situe ces différentes briques. Maintenant, effectivement, pour aller dans le détail, je pense que ce rapport-là, il doit être suivi, pardon, par une analyse et un plan d'exécution. Et c'est là où il y a un gros travail à faire. Mais néanmoins, je pense que les 5 piliers fondamentaux, ils sont là, et chaque pilier demande un travail très, très important. Donc, je pense que ce rapport, quand même, il est positif parce qu'il souligne vraiment la responsabilité de l'État de très, très haut niveau, et puis il souligne les points fondamentaux que l'État doit suivre pour développer l'économie numérique. Maintenant, je pense que ce rapport-là, il ne peut pas donner de détails, effectivement, sur la partie de l'économie numérique, et c'est là où je pense que la responsabilité du prochain gouvernement de mettre je dirais donc la stratégie, donc de mettre en place la stratégie nécessaire, mettre les moyens nécessaires pour l'exécution de ce plan. Donc on dit, comme on dit d'habitude, donc un rapport c'est bien, mais il faut que ça soit, une fois que c'est écrit et une fois que c'est dit, il faut que ça soit exécuté dans le bon sens. Et donc je pense que ça c'est la prochaine étape du gouvernement, donc après les élections qui vont arriver au mois de septembre. Et puis, il faut que nous tous, autour, je dirais, de ce webinaire, nous soyons mobilisés également et nous continuions effectivement notre mobilisation pour l'exécution de ce plan qui est affiché par le nouveau modèle de développement. Alors, peut-être juste pour compléter, Shakib, j'avais une question un peu dans le même sens, mais pour compléter juste une réflexion sur le rapport, est-ce que vous pensez qu'avec le rapport, aujourd'hui, on a une vraie orientation vers un Maroc qui se positionne comme nation digitale? C'est en fait, est-ce que au travers des différentes recommandations, des différents leviers qui ont été mentionnés dans le rapport, des différents objectifs, est-ce que vraiment c'est suffisant pour positionner le Maroc comme nation digitale comparativement à d'autres nations qui sont dans cette logique ou à des nations qui ont une vision digitale qui est très claire, qui est volontariste et qui est en cours d'exécution? C'était Mohamed et c'est Shakib, peut-être les deux. Euh, Moi, ce que je Shakib peux dire, peut-être pour commencer. effectivement, pour enchaîner par rapport à ce que je viens de dire, côté Huawei, en fait, nous avons un framework où dans la couche inférieure donc de ce framework, on parle de la couche facilitateur. Et dans cette couche facilitateur, en fait, c'est comme la base de construction d'une maison. On trouve effectivement les 5 piliers de digital qui sont annoncés par le rapport, c'est-à-dire la réglementation, les talents, la connectivité, le service digital et la stratégie. On les trouve. Maintenant, effectivement, ce qui manque, c'est la couche qui est au-dessus. C'est comment construire cette infrastructure digitale solide, comment mettre en place cet écosystème digital, comment aider les startups et comment développer ce Maroc digital. Ça, c'est la partie qui manque. Et moi, je suis convaincu, c'est la deuxième partie, c'est la suite de ce rapport. Et c'est la suite sur laquelle, effectivement, nous tous, Marocains, il faut qu'on soit mobilisés avec le prochain gouvernement qui va être mis en place après le mois de septembre. Très bien. C'était Mohamed, un mot sur ce sujet? Mais Mohsin, moi je crois que le rapport il pointe une première étape, c'est le minimum syndical, c'est que automatiser, digitaliser le service aux citoyens. Automatiser et digitaliser le service à la PME, à la grande entreprise, la collecte des impôts, un certain nombre de choses. Hein. C'est le minimum, on est d'accord. Hein. Il pointe aussi le volet de la formation, qu'on ait des cadres formés, qu'on ait suffisamment d'offres de services en termes de ressources humaines, des ingénieurs, des bac+2, bac+3 dans ce domaine, hein, qu'on ait aussi une offre de services. Hein. C'est le minimum syndical. Est-ce que, et là cela rejoint ma première remarque, est-ce qu'il veut faire du Maroc une digital nation exportatrice de services? Je ne le pense pas. Je ne le vois pas. Euh, pour la simple raison que je ne vois pas d'incentive à l'encontre de l'offre de services, hein, de la start-up, L'industrie. de la PME, des HPS, des S2M qui peuvent s'importer, des CBI qui peuvent s'importer aussi en Afrique ou dans le monde.
je ne le palpe pas. Mais je pense hein, comme le dit Shakib, en restant optimiste, je pense que c'est une première étape. Donc, justement, aussi, il ne faut pas griller les étapes. Hein. Il ne faut pas étendre ses jambes au-delà du tapis. Donc, déjà, on commence par le retard que nous observons. Les chiffres qui ont été publiés par Moulay Taïeb en disent long, en fait, sur notre, on va dire, sur le ranking dans le monde. On a du mal un peu à admettre qu'on est dans le meilleur des cas, on est 50e dans le monde. Hein, dans le meilleur des cas, on est 60e et ça fait très, très, très mal au cœur parce que le Maroc, alhamdoulilah, il y a de la volonté portée à au très haut sommet de l'État. Il y a des gens qui sont super intelligents. Hein, il n'y a qu'à voir les compétences qu'il y avait au niveau de cette commission qui a élaboré le nouveau modèle de développement. Hein. Dans le gouvernement, il y a aussi des gens qui sont bien et qui ont porté un nombre d'industries, l'aéronautique à très haut niveau dans le monde. Et c'est pour ça que, quelque part, on se dit, waouh, On mérite mieux. on est en train de, on passe à côté de quelque chose et on est vraiment frustré. Et on se dit, vous savez, il y a un adage chinois, je me répétais, on dit there are two best times to plant a tree. The first time it was 20 years ago. Second time today. Si on n'a pas planté cet arbre il y a 20 ans, il est temps qu'on commence aujourd'hui parce que d'autres nations sont en train. Il y a une statistique qui a été partagée par un collègue à Shakib Ashor lors de cet événement chez l'IRES. 170 pays dans le monde ont déjà lancé leur stratégie de transformation digitale numérique. 170 pays. Donc, si on fait du surplace, on est devancé par les autres. Et donc, du coup, on ne pourra plus se rattraper. C'est pour ça que je disais, on aurait bien aimé qu'on capitalise sur ce qu'on a fait au niveau des nearshore, qu'on adresse l'anglais comme étant aussi une langue universelle extrêmement importante. Donc, au lieu d'exporter mes services sur des pays francophones, là, je peux adresser le monde. Hein. Si je forme sur l'anglais, si je pousse les gens à aussi travailler, mais aussi à former, à apprendre en anglais, j'adresserai le monde. Si je développe des services comme le KSO et d'autres services, j'adresserai le monde. C'est pour ça que, voilà. Donc, restons positifs. C'est une première étape et donc deuxième étape viendra avec un NMD V2. Tout à fait. Et en même temps, je crois que, et ça a été dit d'ailleurs dans les remarques au niveau du chat, il faut qu'on aille encore plus vite parce qu'il y a un retard qui est à rattraper et sinon on va se retrouver justement dans une position qui n'est pas nécessairement confortable par rapport à ce que font des pays similaires. Alors, on va passer au troisième axe, mais assez rapidement. Maintenant, voilà, bon, on a cet état, cet état de lieu. On a ce rapport qui positionne le digital pas autant qu'attendu, mais c'est une première étape. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du Maroc une nation digitale? Quelles sont les propositions? Quelles sont les pistes d'amélioration? Quels sont également les sujets de vigilance sur lesquels il faut se positionner? Et je vais juste évoquer deux sujets qui ont été, entre parenthèses, évoqués dans les questions, et ça peut être l'occasion d'y répondre. Celui qui est la souveraineté. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on est en train de vivre et comment on peut justement adresser ce sujet? Et un deuxième sujet qui est la gouvernance, justement, de ce monde digital qui aujourd'hui est ce qu'elle est, mais éventuellement qui peut être amélioré. Peut-être je vais commencer cette fois par Si Shakib et je termine en beauté avec Sidi Mohamed. Si Shakib. Oui, merci. Donc, en fait, premièrement, je pense que la première chose auquel il faut prêter attention, c'est les talents, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une stratégie claire en termes de formation des talents. J'ai eu le plaisir de participer donc l'année dernière avec l'Institut marocain de l'intelligence stratégique, Guépard et d'autres cabinets sur un rapport que nous avons sorti sur l'état des talents digitaux au Maroc, et nous nous sommes rendus compte de l'inadéquation qui existe au niveau de la formation des talents, la formation des talents, donc les talents qui sont disponibles et la demande des ressources humaines. Donc aujourd'hui, nous avons un vrai problème par rapport aux talents et effectivement, ce Maroc digital dont on parle, on ne sait pas encore combien de talents il faut former. Donc, il faut avoir une feuille de route qui est claire, combien d'architectes cloud que nous devons former, combien de data scientists dans l'intelligence artificielle, combien d'experts dans la 5G que nous devons former. Pardon. Et donc, ça, ce sont des chiffres qui sont très importants
pour le digital, pour le marché du travail. Et ça, moi, je le vis au quotidien. Donc, bien entendu, donc côté Huawei, nous avons anticipé ça avec un programme de Huawei ICT Academy. Aujourd'hui, je le dis avec fierté, nous avons formé à peu près plus de 5000 talents marocains sur le cloud computing, sur le storage, sur la 5G, sur l'intelligence artificielle, mais c'est pas suffisant. Donc c'est une petite participation, mais c'est pas suffisant. Donc la formation des talents est fondamentale. La réglementation est fondamentale. Donc c'est Mohamed Saad, il a parlé tout à l'heure du partage de l'infrastructure. C'est quelque chose qui est très important et aujourd'hui, on le voit clairement, c'est un problème aujourd'hui. Et autre problème effectivement qu'il faut adresser, c'est la responsabilité des régions. Aujourd'hui, la région doit avoir une responsabilité en termes de couverture du plan de haut débit. Et malheureusement, aujourd'hui, les responsables des régions n'ont aucun pouvoir au Maroc par rapport à ce point qui est crucial. Bien sûr, il faut un cadre de cybersécurité et puis il faut un fonds très important pour aider les startups à se développer. Donc ça, c'est le minimum qu'il faut avoir en place. Mais bien sûr, pour que ça marche, il faut que ça soit porté de très, très haut niveau. Je vous donne un exemple qui est très, très simple. Aujourd'hui, pour le cas de Singapour, le plan a été lancé il y a à peu près 5 ans. Ils ont décidé à ce que Singapour soit Smart Nation. C'est très simple. Le plan, il a été porté directement par le Premier ministre et dans le board par rapport à ce projet, il a choisi 6 ministres. Ce n'est pas un seul ministre qui gère ce projet-là. Pour que ça marche, il faut que ça soit porté de très très haut. Le cas de l'Arabie Saoudite, c'est le prince héritier qui a formé un board de 7 ministres. Et donc, aujourd'hui, la vision Arabie Saoudite 2030 fonctionne. Elle est en marche. Donc, aujourd'hui, au-delà des points que je viens de citer, c'est l'infrastructure qu'il faut renforcer. Et je laisse le temps pour mon ami Mohamed Saad. C'est très bien, si Shakib. Effectivement, les points sont importants, la réglementation, les fonds, bien entendu, la formation. Je crois que tout ça, c'est des éléments. Mais effectivement, le sponsoring, il est très, très important. Il ne faut pas que ce soit juste au niveau d'une agence, au niveau d'un ministère. Il faut qu'il y ait le concours de plusieurs personnes et il faut que ce soit porté haut pour qu'on puisse justement réaliser les objectifs. C'est Mohamed, justement, même Oui, question. Quelles sont les Sidi- propositions qu'il faut faire? euh, Merci Sidi Mohsin. Je crois qu'en termes de réglementation, on est relativement assez bon. Il n'y a qu'à voir ce qui a été sorti ces 2, 3 dernières années. Je parle de la loi 43/20 relative aux services de confiance qui porte sur les transactions électroniques, la loi 05/20 sur la cybercriminalité et la 09/08 qui est en train aussi d'évoluer. Et donc, je pense qu'en termes de corpus réglementaire, on n'est pas très mauvais, on fait de bonnes choses. Compte tenu donc de justement des agendas donc de validation et d'approbation des textes de loi. L'autre point donc justement qui a été pointé par le nouveau modèle de développement et à juste titre et donc Chakib l'a rappelé, c'est l'adoption d'une stratégie de transformation numérique portée à haut niveau. Ça c'est extrêmement important. L'agence de développement digital n'élabore pas de stratégie et donc il faut une instance, comme l'exemple dont a parlé Shakib, il faut une instance à très haut niveau et il faut un leadership de très très haut niveau à l'instar d'un Mzian Ben Lafqi, Allah yarhamou, ou d'autres grandes personnalités qui doivent donc justement créer on va dire ce commando donc justement pour mettre en place, fédérer autour d'eux les différents projets d'innovation, de transformation digitale des différentes administrations, mais aussi du secteur privé. Alors, j'ai noté un certain nombre puisqu'il s'agit de QID de l'avenir, donc la gouvernance est un sujet extrêmement important. Les télécommunications sont aussi importants, critiques que la gouvernance, parce que quand on veut se développer, il faut connecter tout le monde. Et donc, on l'a vu sur les différents classements mondiaux, on a été relégué à ces places au-delà de la 50e et 60e place, de la simple raison que les télécoms nous font défaut. Soit qu'ils sont de mauvaise qualité, soit qu'ils sont très chers, soit qu'il y a encore de grandes zones blanches qui ne sont pas desservies par les télécoms, soit qu'il y a beaucoup de compétition entre les 3 opérateurs et donc, entre-temps, c'est l'herbe qui en pâtit, entre-temps, c'est le citoyen qui en pâtit. Alors, sur le volet formation, il va falloir qu'on fasse une véritable disruption. Moi, je prends l'exemple de
l'école 1337 ou aujourd'hui la formation des bac plus 2, bac plus 3. On n'est pas obligé d'aller chercher toujours des bac plus 5 pour en faire de bons développeurs Java. Un bac plus 2, bac plus 3 peut aussi être un très bon développeur Java. Il faudrait aussi qu'on favorise l'alternance, les programmes d'alternance, et il faudrait qu'on ait une approche par compétences. Il faudrait aussi que on va dire, nos procédures de recrutement, d'attachement des services d'une personne soient basées sur la compétence plutôt que sur son bac plus 5, fraîchement moulu, sorti de l'école Mohammedia ou d'une grande école française. Il faudrait qu'on s'attache plus les services de quelqu'un qui démontre les compétences. Sur la souveraineté, tu as parfaitement raison, Mohsin. La souveraineté, elle est extrêmement importante. Les différentes sorties, que ce soit de la DGSSI ou d'autres intervenants et parties prenantes, démontrent qu'il y a énormément de choses à faire sur la souveraineté. Il faudrait qu'on crée une marque Maroc digital, que ce soit en offre de services. Aujourd'hui, on peut bâtir de très, très, très belles choses autour de l'open source. Et donc, l'un des, on va dire, des champions de ce volet-là, c'est Mohsin et c'est Zouhair. Avant même que je n'intègre l'OSIM, ils étaient à l'origine de ce concours CMOS au sein de l'OSIM. Donc, l'open source est on va dire, un vivier, un gisement extrêmement important sur lequel on peut bâtir des solutions made in Morocco. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va aller chercher des solutions achetées à coups de millions de dollars ailleurs dans le monde, alors qu'on peut développer des choses au Maroc. Donc, l'offre de services, l'offre cloud pour la PME, l'open data, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants. Et bien évidemment, créer une industrie autour du digital est un sujet extrêmement critique et pertinent. Voilà. Merci beaucoup, Sidi Mohamed et Sidi Chaki, pour ces éclaircissements, pour les lumières que vous avez apportées à ce sujet. Sincèrement, moi, je trouve que ce que vous avez dit aurait bien mérité et figuré en grand caractère sur le rapport. Il y a des sujets qui n'ont pas été traités, certes, notamment construire une vraie industrie du digital, construire une vraie offre de services digital marocaine. Bien sûr, tout l'effort à fournir sur l'infrastructure, sur la connectivité, justement pour construire un Maroc qui est inclus digitalement et donc par conséquence qui est inclus financièrement, qui est inclus en termes de services gouvernementaux et ainsi de suite. Alors, on a depuis le démarrage une centaine de participations aussi bien sur Zoom que sur le live Facebook. Donc, on va devoir les écouter parce que les insights qu'ils apportent sont très, très intéressants, aussi bien en termes de questions, mais également en termes d'éclaircissement et d'enrichissement. Donc, ce que je vous propose, je vais demander, alors, s'il y a des gens qui veulent intervenir sur le live, éventuellement, ils peuvent le demander. Il y a un ensemble de questions qui ont été posées au travers du module questions-réponses et également sur le chat. Donc, je vais commencer par les questions qui ont été déjà posées. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent justement lever la main pour qu'on puisse avoir leur contribution. Alors, je vais juste vouloir, alors très rapidement, oui, je crois qu'il y a Moussa qui a levé la main. Et alors, on va prendre peut-être 3, 4 questions au maximum au niveau du live, et puis on va essayer de répondre aux autres questions. Alors, une question qui a été posée c'est une question qui a été posée par Sid Bar. Alors, Sid Bar, il vous pose la question suivante. Que pensez-vous du mode de gouvernance proposé par le NMD et la place que doit jouer l'ADD? C'est une question un peu, on va essayer de rester politiquement correct par rapport à cette question, mais c'est important, c'est important. C'est vrai que l'ADD, quand elle a été créée justement pour remplacer un mode de gouvernance existant, qui n'était pas nécessairement le plus efficace possible. Et aujourd'hui, est-ce que le digital, en termes de gouvernance, et justement en termes de positionnement et de sponsoring, est bien desservi et la configuration actuelle, est-ce qu'elle peut fonctionner correctement? Sidi Mohamed. Oui, effectivement. Alors, comme on l'a dit,
pourquoi pas. Le mode de gouvernance qui a été proposé au niveau du nouveau modèle de développement, c'est il demande que ce soit porté à un très haut niveau par une haute instance, une équipe commando pluridisciplinaire, interministérielle, avec un moi, je préconise avec un technocrate à la tête de l'équipe. Et donc, encore une fois, pour ceux qui me connaissent, je suis un addict de l'Infinite Game. Je crois que le nouveau modèle de développement, il adresse, on va dire, un timing sur 15 ans, peut-être même plus. Et ces 15 ans ne peuvent pas en fait s'emboîter dans un mandat politique. Hein. On ne peut pas dire que 3 gouvernements vont succéder pour donc réaliser ou développer le nouveau modèle de développement. C'est pour ça que cette équipe, elle doit être relativement assez technocrate, pluridisciplinaire, interministérielle, avec très peu de couleurs politiques pour que justement ce délai ou cette vision sur les 10, 15, 20 prochaines années puisse avoir une certaine continuité dans le temps. Porté à très haut niveau, c'est pour ça que ce n'est pas pour rien que j'ai évoqué Feu Mziane Belfré, parce que donc justement, c'était l'homme des situations critiques, l'homme des sujets critiques, et donc une femme ou un homme apolitique qui est écouté, respecté, avec un grand leadership. Je suis sûr que autour de lui vont s'agglutiner aussi de très très bonnes pépites, de bonnes graines qui peuvent donc justement mettre en place non seulement cette vision digitale, mais aussi tout le nouveau modèle de développement et ce qu'il préconise. Merci beaucoup, Sidi Mohamed, pour ces éclaircissements. Alors, peut-être je vais me tourner à Sidi Zouhair parce il vient de nous rejoindre pour lui poser une question. Bon, je vais choisir la question la plus difficile, comme ça, bon, il va payer un peu son retard. Alors, il y a une question sur la souveraineté qui a été posée par Certi Trust. Alors, peut-être c'est Omar ou c'est Youssef. En fait, la question c'est quel enjeu de souveraineté au niveau notamment des infrastructures si elles sont gérées par les géants étrangers. Comment adresser le sujet de souveraineté tout en restant dans une logique de partenariat et tout en bénéficiant de l'expérience et de l'expertise des grands géants du web, des GAFAM, des Huawei et autres. Encore une fois, je voulais tout d'abord m'excuser auprès de mes amis. J'ai eu une urgence personnelle vraiment insurmontable. Je vous salue et je vous remercie infiniment de- d'être là et c'est un honneur d'être parmi vous. C'est pas grave, Marhaba, tu vas payer le dîner ou ça fait, il y a pas de marhaba, souci. marhaba. Donc, alors, vous êtes invité. On a 80 personnes dans le plus 10 personnes dans le live Facebook. Donc, ça te fait, comme ça, tu prévois pour le Nder vote. Ars, Nder Ars. Bravo. Voilà. En tout cas pour la question, pour revenir à la question, c'est Martine. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le Maroc, dans une phase assez critique, a prouvé qu'il est capable d'être souverain sur un certain nombre de décisions, sur un certain nombre d'éléments productifs, d'éléments économiques. On a vu comment, au tout début, le Maroc a fabriqué ses masques, comment je me rappelle du témoignage de Jacques Attali qui avait tweeté un jour, au moment où la France n'arrive pas à trouver des masques, le Maroc fabrique des masques intelligents. Là, dernièrement, on a vu que le Maroc a lancé un processus pour fabriquer ses propres vaccins, pour assurer une certaine souveraineté. Je pense que tout ça, c'est des éléments qui vont dans le bon sens, qui vont créer une confiance interne dans nos capacités, donc que ce soit en tant qu'État, en tant qu'entreprise privée, en tant que citoyen. Et ça va pouvoir créer un entrepreneuriat d'espoir qui peut permettre justement de nous permettre de fabriquer nos propres solutions à tous les niveaux, que ce soit dans les domaines d'infrastructure, dans le domaine de sécurité, etc. Alors, quand je dis fabriquer, la question, et je vais être très clair, je pense que la question n'est pas la nationalité de qui fabrique, c'est la valeur, où est-ce qu'elle est créée. Quand un Renault vient au Maroc et fait 60% d'intégration locale ou un Peugeot fait 80% d'intégration locale, je pense que c'est le Maroc qui gagne. Je préfère quelqu'un qui est étranger mais qui produit de la valeur au Maroc, qui l'exporte à l'étranger, qu'un Marocain qui ramène de la valeur de l'étranger et qui la vend au Maroc et la valeur, elle part ailleurs. Donc, il faut toujours qu'on raisonne, quand on parle de souveraineté, il faut qu'on raisonne en termes de création de valeur locale.
Et c'est ça, je pense, qui doit être notre point focal. C'est aujourd'hui, si des GAFA, si nos amis de Huawei, et je pense que c'est quelque chose qui ne peut que se faire, construisent, développent des centres d'excellence, d'innovation, de R&D, etc., au Maroc, ça ne peut qu'aller dans le sens justement de la souveraineté parce qu'on va développer de l'expertise locale, on va avoir un impact positif sur la balance commerciale et on va avoir une certaine indépendance. Et c'est, à mon sens, c'est là où il faut miser. Et le sujet n'est pas quelle est l'origine de l'acteur, et c'est pas là le débat. Le sujet, c'est où est-ce qu'on crée de la valeur et est-ce que cette valeur a été maîtrisée par nos compétences Il est et, 19 heures. et développable. Voilà. Très bien, merci, c'est Zuhair, c'est mon PC, c'est mon Mac qui vous rappelle à l'ordre, c'est pas moi, je ne l'ai pas fait exprès. Alors, je me retourne vers Si Shakib pour poser la question. En fait, je crois que Si Shakib, depuis tout à l'heure, il a évoqué de manière très accrue le sujet de l'éducation et de la participation du numérique dans l'éducation. Il y a plusieurs questions à ce sujet, euh, notamment par Si Youssef. Bon, avant de prendre les interventions en live, alors si il se pose pourquoi ça marche à pas d'escargot dans le domaine de l'éducation. Et en fait, quel apport peut avoir la transformation digitale justement pour assurer et garantir les changements socio-économiques. Il y a une question vraiment annexe, c'est justement l'accès technologique pour l'éducation euh, qu'on a peiné à avoir, notamment dans la période du Covid avec le téléenseignement. Si Shakib. Je crois qu'il faut transformer la machine aujourd'hui du ministère de l'Éducation nationale, qui fait déjà un travail extraordinaire qu'il faut reconnaître, mais il faut transformer cette machine parce que vu comment elle travaille aujourd'hui, les diplômés qu'on forme, c'est pas des diplômés aujourd'hui qui correspondent à la recherche aujourd'hui, et surtout en tout cas par rapport à ce que cherchent aujourd'hui les ressources humaines de différents groupes basés sur le rapport que nous avons publié donc l'année dernière. Maintenant, il est clairement qu'il faut envisager une transformation radicale. Alors, cette transformation, il faut l'envisager, comme l'a dit Si Mohamed Saad tout à l'heure, il ne faut pas s'intéresser uniquement aux ingénieurs, il faut s'intéresser aussi au Bac+2, mais il faut s'intéresser aussi à tout le monde, parce que c'est l'ambition aujourd'hui, en fait, notre ambition en tout cas aujourd'hui, Huawei, pour laquelle nous avons mis ce programme de Huawei ICT Academy, qui ne s'adresse pas aux ingénieurs, qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse à des Bac+2, qui s'adressent à des gens qui ont fait des études en économie ou en droit, ou peut-être même des gens qui ont le bac, mais qui ont un certain niveau pour pouvoir suivre ces cours. Donc, il faut effectivement une transformation radicale. Et je peux vous dire que l'ingénieur, par exemple, de génie mécanique de demain, il sera un ingénieur qui travaille dans la mécanique, mais avec un fort background dans le digital. Le docteur de demain, ça va être un docteur qui travaille dans le digital. Regardez un truc très très simple pour ne pas être très très long. Le généticien qui a été formé il y a 15 ans, c'est pas le généticien d'aujourd'hui. Le généticien d'aujourd'hui, il travaille avec les génomes sur le high performance computing, il utilise l'intelligence artificielle, il utilise les combinaisons de l'intelligence artificielle pour comprendre un petit peu donc l'organisation au niveau du génome et aussi au niveau de l'industrie pharmaceutique. Donc aujourd'hui, donc il faut envisager une transformation complète de notre système éducatif et aussi avoir une feuille de route, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour savoir combien de talents nous devrions former tous les ans. Donc on doit avoir une feuille de route qui est claire, combien de data scientists nous devons former en 2022, en 2023, en 2024, pour permettre effectivement le développement aujourd'hui de l'économie numérique et accompagner les entreprises marocaines dans cette transformation digitale. Merci beaucoup, c'est Shakib. Alors, on a plusieurs questions. Est-ce qu'on aura la possibilité de prendre les questions en live avec, parce que je crois qu'il y a c'est Moussa et c'est Jafar qui ont levé leur main. Est-ce que c'est possible de leur donner la main pour qu'ils puissent poser leurs questions? Sinon, on va prendre, parce que la question, elle est, peut-être si Moussa, il est déjà sur le chat. Mais si c'est possible, ça serait bien si on peut-être. Oui, c'est possible. Je peux leur donner le micro pour parler. Très bien, merci beaucoup. Donc, Alors, Moussa d'abord. voilà. Moussa, à vous.
C'est Moussa. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous remercie d'abord pour la qualité de votre intervention. Donc, ma question va être normalement sur l'adoption des nouvelles technologies, en l'occurrence l'intelligence artificielle et Big Data. Est-ce que normalement les entreprises marocaines ont déjà opté pour ces technologies, quelle que soit l'intelligence artificielle ou Big Data? Et est-ce que l'adoption de ces technologies demande certaines compétences et normalement ressources intrinsèques de l'entreprise? Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup aussi, Moussa. Alors, si vous me Merci à permettez, je vais vous. prendre rapidement, c'est Jafar. Donc, j'ai noté la question d'Elsi Moussa. Je vais la poser à nos chers intervenants. Et Jafar, est-ce que vous pouvez nous rejoindre également? Si vous pouvez passer le micro à Jafar. David. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Jafar. Bon, j'ai d'abord le plaisir d'être parmi vous cet après-midi et de retrouver Mohsino C7 avec un grand plaisir. Je vous remercie beaucoup pour le sujet de la transformation digitale en général. Le sujet qui m'intéresse, c'est la souveraineté. En réalité, quel modèle de souveraineté pour le Maroc à un moment où nous ne sommes que 40 millions de consommateurs, nous ne sommes pas la Chine et son milliard de sang, ni l'Inde, ni les États-Unis. Quel modèle de souveraineté? Pourquoi j'évoque cela? Parce que nous pouvons dire que par conservatisme, tout devrait être souverain sur le territoire national, mais par opposition, dans l'autre sens, pourquoi ne pas dire zéro souveraineté sur la data et profiter de toute la puissance du cloud et comme ça capturer toute la valeur ajoutée dans un monde digitalisé. Donc, où faut-il mettre le curseur selon vous? Quel modèle de souveraineté? Un modèle de souveraineté 100% marocain, un modèle de souveraineté Hybride. hybride, type régional. Je vous rappelle que un président comme Sarkozy avait proposé un modèle méditerranéen 5+5, des choses comme ça, où là, l'Union européenne, qui est les 28 ou les 10, etc., c'est-à-dire la France et les 10, le type de modèle avait été évoqué quand la France n'avait pas ses propres data centers, Microsoft, etc. Donc la question d'y aller, quel modèle de souveraineté est le mieux adapté pour le Maroc à un moment où on pourrait évoquer quelque chose de différent du 100% souverain. Merci. Merci beaucoup. Alors peut-être une dernière question d'Elsi Younes Behbez, si on peut l'avoir également avec nous pour poser sa question. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, quand c'est ma question. Tout d'abord, merci pour votre disponibilité. Je sais que peut-être que plusieurs personnes sont en vacances aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit en introduction à cette ici, que même en vacances, le sujet est tellement intéressant que aussi bien les animateurs que les gens qui sont avec nous, ils ont consacré quand même une petite heure. Absolument. Moi, je voudrais juste parler d'un point que peut-être je n'ai pas entendu, peut-être que j'ai zappé lors de ce webinaire. C'est la question de confiance, au fait. Je pense que la digitalisation, ou tout ce qui est, que ce soit en e-commerce, en e-gov, ou quelle que soit la forme qu'elle va prendre, ou quel que soit le secteur qu'elle va toucher, je pense qu'elle passera par la confiance dans ce système-là. Et là, je rejoins M. Saad, quand il a été à la conservation foncière pour récupérer son document, physiquement, il était là, présent, et on lui a demandé d'aller sur le site. Je pense qu'il y avait aussi peut-être un point de confiance à ses yeux, je parle sur sa casquette. On a souvent cette tendance à aller récupérer physiquement un document. Je le vois, je le touche, je suis là, je paye des frais, donc je dois recevoir mon document. À votre avis, quel serait le meilleur moyen aujourd'hui pour instaurer cette confiance chez les utilisateurs, qu'ils soient citoyens ou avertis, non avertis, en plein dans le digital ou pas? Quel est le meilleur moyen pour instaurer cette confiance, pour qu'on ait de plus en plus d'utilisateurs, que ce soit d'un service, que ce soit avec une agence de voyage, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans les e-commerce, etc., pour pouvoir accompagner les users, etc. Merci beaucoup, Younes. Merci encore une fois. Une dernière question de Nabil, et comme ça, on va essayer de faire un wrap-up avec l'ensemble des questions qui ont été posées. Peut-être que je vais également en poser d'autres à travers ceux qui ont posé des questions à travers le chat. C'est Nabil. Tfaddal.
Sinabil, tu nous entends? En fait, tu es en mode mute. Si tu peux juste désactiver ou activer plutôt le micro. Si Nabil, on ne vous entend pas, si vous pouvez activer votre micro. Bon, c'est pas grave. Sinabil, si tu peux éventuellement poser la question à travers du chat ou à travers euh, du module questions et réponses. Merci beaucoup. Donc, je rappelle un peu les questions qui ont été posées. Donc, une première question a été posée sur la souveraineté. Quel modèle de souveraineté? Donc, ça, je crois que c'était la deuxième question. Euh, la première question, c'était sur le big data et l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour justement positionner ces deux sujets comme sujets importants dans la digitalisation? Et le troisième ou la troisième remarque, c'était par rapport à la confiance. Comment instaurer la confiance entre les différents acteurs? Alors, je vais rajouter à ça une ou deux questions qui nous ont parvenu à travers du chat. Alors, une question que j'ai appréciée personnellement, euh, euh, en fait, la question des CNN, je crois. Comment contribuer individuellement? On a parlé de l'État, du gouvernement, de l'administration, on a parlé des entreprises publiques, de l'industrie du numérique. Comment faire pour contribuer individuellement? Ça, c'est une très bonne question et ça engage de l'action. Au-delà de cette question, il y a un ensemble d'autres questions qui sont parvenues à travers le chat. Je vais en citer peut-être. Alors, une question d'Elsie Taïeb par rapport à une phrase qui est au niveau du rapport assez intéressante. Bon, vous pouvez toujours la revoir éventuellement pour y répondre si quelqu'un a une réponse par rapport à ça. J'ai une autre question qui concerne le volet sécurité et cybersécurité, comment se prémunir. Merci Mustafa Bouded. Serachid a également posé, Serachid Barbi, un grand ami, donc il a posé la question sur la manière de booster l'adoption du digital, notamment au travers de l'investissement et des fonds comme ceux qui ont été mis en place à l'occasion du Covid. Et effectivement, ce sujet, c'est un sujet important. Il y a d'autres questions. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes ces questions, mais je vais déjà démarrer avec les questions qui ont été posées. Donc, la souveraineté, la question du big data, de l'intelligence artificielle, la question de la confiance et comment je peux contribuer. Et bien sûr, avec ça, les sujets comme la cybersécurité et la partie financière pour pouvoir booster le digital. Donc, c'était Mohamed, si vous pouvez apporter vos éclaircissements sur une ou quelques-unes de ces questions. Marhaba, marhaba, et merci encore pour l'échange, hein. Je vois que le débat prend bien et donc merci à tous ceux qui ont posé des questions. Alors, je commence par les premières questions. Alors, l'intelligence artificielle et le big data, ça commence à se démocratiser. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont plus prenants du fait qu'ils voient bien au-delà de la technologie, parce qu'on ne va pas adopter une technologie pour la technologie. Je ne vais pas rentrer demain aller discuter, débattre avec mon conseil d'administration pour leur soutirer quelques millions de dirhams pour que je puisse adopter la blockchain. Quand on va vers une technologie, c'est parce qu'elle apporte une certaine valeur ajoutée sur le business dont on est en train de parler. Alors, le secteur financier, il a déjà expérimenté et il utilise aujourd'hui tout ce qui est big data et intelligence artificielle. Quelques exemples. L'ouverture des comptes aujourd'hui à distance à travers un selfie, c'est qu'il y a de la reconnaissance faciale derrière. Et cette reconnaissance faciale, elle est faite à travers un certain nombre d'algorithmes, de routines qui permettent de reconnaître l'individu, d'apporter la preuve de vie, comme quoi la personne, elle vit. Hein. Le selfie, c'est que la personne, elle vit. Ce n'est pas une personne à qui on a pris un selfie alors qu'elle est décédée. Donc, il y a un certain nombre de technologies, donc, justement, qui relèvent de l'intelligence artificielle, du deep learning, du machine learning, et donc qui sont intégrées dans ces routines d'ouverture des comptes à distance. Donc, le secteur financier, il est
relativement assez avides de ce genre de choses. La gestion des risques, par exemple, hein, l'évaluation du risque par rapport à un compte ou à une personne donnée dans le bancaire. Il est aussi basé sur un certain nombre de données big data, mais aussi un certain nombre d'informations qui relèvent de l'intelligence artificielle qui permet donc de s'enrichir elle-même à travers toutes les données qui transitent à travers le compte bancaire de la personne en question. Au sein de la bourse, par exemple, je vais vous parler par exemple, notre système de surveillance dans lequel nous développons et nous paramétrons des patterns qui permettent aussi donc justement d'apprendre sur le behavior, donc justement d'un behavior sur une valeur donnée et qui permet de prédire ou de soupçonner qu'il y a voilà, donc, de mauvaises peut-être manipulations sur une valeur donnée, ce genre de choses. Donc, c'est à base d'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, le système prend, pour la simple raison que ça se démocratise, qu'il y a de l'intelligence artificielle as a service. Si vous connaissez le système Watson d'IBM, vous avez aussi aujourd'hui le Watson as a service. Vous n'allez pas acheter un service à coût de millions de dollars. Il suffit de vous abonner au service en cloud et vous allez donc justement utiliser les routines du Watson. Donc voilà sur la première question. Sur la deuxième question, sur la souveraineté, effectivement, c'est Jafar Debi, merci pour la question. De quelle souveraineté est-ce qu'on veut parler chez nous? Quel C'est vrai que modèle? voilà, quel modèle? Nous ne sommes pas Souveraineté une régionale, puissance, nationale. effectivement. Alors, donc justement, c'est une thématique que nous avons développée lors des matinales du groupe le matin. Et effectivement, cette question a suscité un débat. Et moi, je vous renvoie sur. C'est vrai que, bon, si on veut aller vite, on y va tout seul. Si on veut aller très loin, il faudrait donc chercher un peu de la bonne compagnie. Et moi, la bonne compagnie, si on se base sur le dernier rapport de la cybersécurité, cybercriminalité qui a été élaboré par l'UIT et qui a été repris par Moulay Taïb Dbar, vous allez être surpris de la maturité des pays du Golfe. Vous savez que l'Arabie Saoudite, en termes de cybersécurité, elle est classée numéro 2 dans le monde. Vous avez un Sultanat Oman qui est classé parmi les 20 premières. Vous avez les Bahreïn qui sont classés parmi les 15 premières. Et vous avez un Maroc qui est classé 8e parmi les pays arabes. Donc, pourquoi pas? C'est une population avec laquelle on partage une certaine culture, la religion. Il y a aussi voilà, de très bons rapports de fraternité avec ces pays-là. Et donc, moi, je suis pour, donc justement, soit quelque chose avec les pays de l'Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, soit avec les pays du Golfe. Et donc, juste pour revenir, on ne va pas développer du Gmail, mais on peut développer des solutions ERP en cloud au lieu d'aller demander à la PME d'aller acheter sa solution chez telle enseigne ou chez telle autre enseigne et de payer rien que les licences bases de données à prix d'or. Hein. Suivez mon regard. Aujourd'hui, vous avez l'hégémonie d'un éditeur de base de données qui fait la pluie et le beau temps. C'est inadmissible. Les grandes entreprises aujourd'hui payent le prix fort, les petites entreprises payent le prix fort. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éditeurs de solutions business qui sont en train de développer ce qu'on appelle le NORA. Je ne veux pas épeler l'acronyme NORA, vous l'aurez compris, c'est No, un éditeur qui se respecte sur les bases de données et qui fait payer les entreprises les licences à prix d'or. Donc, pourquoi ne pas développer des solutions ERP? Il y a des entreprises, des PME dans la technologie de l'information, une offre de services cloud interne, local, des solutions développées par des startups qui peuvent aussi bien équiper les entreprises marocaines et s'exporter en Afrique ou ailleurs dans le monde. HPS en est le meilleur exemple. D'ailleurs, c'est Mohamed, ça nous ramène à la question de la confiance. Des fois, la confiance, c'est faire confiance également aux solutions développées en local et à nos acteurs locaux. Effectivement, très franchement, si on a fait confiance au service de la direction générale des impôts, il nous a obligés aujourd'hui, on ne peut pas se pointer avec ces billets de 100 dirhams et 200 dirhams pour payer sa vignette ou autre. Aujourd'hui, on le fait en ligne. Donc, ils nous ont obligés de le faire. Et donc, la confiance, elle est bâtie
et elle se bâtit dans le temps et elle vient à travers un certain nombre d'éducation digitale, de sensibilisation. Et très rapidement, je vais ouvrir la parenthèse, vous parler de cette enquête qui a été menée aux États-Unis, à New York, où une association sont descendus dans la rue de New York. Ils ont questionné des jeunes femmes et hommes de moins de 18 ans, s'il leur était possible de troquer leurs données personnelles contre un cookie à la cannelle. Alors, croyez-moi que plus de 90% de ces jeunes hommes et jeunes femmes ont accepté de troquer leurs données personnelles. Donc, c'est pour ça que je dis la confiance, c'est juste une histoire de génération. Dans 10-15 ans, je vois très, très mal mon fils ou ma fille se pointer à l'agence bancaire pour faire un dépôt de 1000 dirhams, retirer 1000 dirhams, déposer un chèque, retirer un document. Ça va venir avec le temps, mais effectivement, la confiance, elle est là pour être bâtie entre les différentes parties prenantes dans un système, dans une société qui se respecte. Très bien, c'était Mohamed. Alors, c'est Shakib. Pour les mêmes questions, et peut-être pour ajouter, en fait, l'une des questions à laquelle on n'a pas pu éventuellement répondre, c'est par rapport justement à la question de l'éducation. Comment faire en sorte que les jeunes hommes, les enfants puissent accéder de manière équitable à une éducation de qualité. Et justement, est-ce que des fois le digital ne peut pas creuser encore plus le fossé entre les régions, entre les populations, par rapport à l'accès de manière globale aux services? Donc, et bien entendu, si tu as quelques réponses, quelques éléments de réponse par rapport aux questions qui ont été déjà posées, la confiance, la souveraineté, le big data, l'intelligence artificielle. C'est Chacun. Merci. Ben, écoutez, c'est Mohamed Saad. Donc, il a traité un petit peu toutes les questions. Donc, moi, rapidement, ce que je peux rajouter par rapport à l'intelligence artificielle Big Data, oui, effectivement, ça commence à s'imposer à plusieurs niveaux. Nous, de notre côté, Huawei, nous avons participé donc à un pilote avec le CHU de Casablanca. C'était pendant le début du confinement. Nous avons mis en place un programme d'intelligence artificielle qui permet de faire d'aider les radiologues à faire effectivement le diagnostic du Covid. Et donc, c'était une expérience concluante parce que moi, en tout cas, pour moi, ça m'a permis de connaître un petit peu le milieu hospitalier et comment effectivement les docteurs, les radiologues étaient vraiment très, très, très ouverts pour le digital. C'était une très belle expérience. Donc, ça commence, le chemin, il est là. Donc, ça commence à s'imposer sur plusieurs secteurs. Une question qui est très importante sur la souveraineté, je pense que la souveraineté, c'est une nécessité, hein, c'est une cause nationale. Donc aujourd'hui, on ne peut pas ne pas prendre en compte la souveraineté. Aujourd'hui, donc je ne sais pas qui a parlé la proposition de Sarkozy. Donc aujourd'hui, effectivement, la France se pose des questions sur la France digitale par rapport à cette question de souveraineté. Et maintenant, effectivement, chaque pays doit se donner les moyens. Moi, je peux partager avec vous un exemple que nous avons mené avec Cabo Verde. Donc c'est un petit pays, mais qui s'est doté d'un National Data Center et d'un cloud souverain. Et aujourd'hui, donc Cabo Verde, donc c'est un hub pour pratiquement 6 pays en Afrique de l'Ouest. Ça marche très très bien parce qu'ils ont développé des solutions e-gov, des solutions pour la santé, des solutions pour l'éducation, et ça fonctionne. Et moi, je reviens aussi par rapport à la souveraineté. Donc, je crois que c'est Nasser Khtani avec nous. J'aime bien la formule qu'il utilise de la Suisse des données. Donc, il faudrait avoir donc une vision régionale donc de ce cloud, au moins ne serait-ce que pour le pays, donc les pays donc qui nous entourent, l'Afrique du Nord et les pays de l'Afrique subsaharienne. Je pense qu'il y a un vrai besoin. Et je pense qu'il faut effectivement réfléchir dès maintenant pour le développement sur ce cloud. Parce qu'aujourd'hui, on veut développer des smart cities, on va capturer des données, on va utiliser le réseau pour transporter ces données, mais après, il faut bien traiter ces données. Alors, ces données-là, on ne va pas tous les traiter dans des clouds qui se trouvent à l'étranger. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je pense que la souveraineté, c'est une nécessité, c'est une cause nationale. Après, donc, ça demande une réflexion très, très profonde pour développer ce point-là.
Concernant effectivement donc la cybersécurité, je pense que si Mohamed l'a bien traité, donc je suis tout à fait aligné avec lui. La confiance numérique, je pense que les impôts au Maroc c'est un bon exemple, et donc il faut qu'il y ait effectivement une sorte de, je dirais donc les administrations, ils doivent mettre en place des obligations pour les citoyens pour passer par le digital. Aujourd'hui, quand on veut avoir donc un papier donc de la part de l'administration publique, nous sommes obligés de passer par un site et demander un rendez-vous. Donc, il faut généraliser effectivement cette attitude. Et d'ailleurs, les citoyens commencent à s'habituer. Hein. Aujourd'hui, même effectivement, les citoyens qui n'ont aucun rapport avec le digital, ils sont obligés d'aller sur un site pour effectivement réserver un rendez-vous. Donc, ça commence, mais je pense qu'il faut aller très, très loin dans ce domaine-là. Maintenant, pour l'éducation, effectivement, l'éducation, c'est un chantier énorme. Et moi, je veux juste partager avec vous, il n'y a pas longtemps, j'ai participé donc à un forum digital à Rabat avec l'université de Rabat et j'ai eu une discussion avec l'université de Euromed qui sont en train de réfléchir pour une formation de médecin-ingénieur. Ça paraît un petit peu bizarre, ça paraît un petit peu, je dirais, bizarre dans la mesure où ingénieur, médecin, or que le médecin doit effectivement traiter des malades, mais je pense que c'est une très très bonne démarche parce que le médecin, comme je l'ai dit tout à l'heure, le médecin de demain, il doit utiliser l'intelligence artificielle, il doit être autonome sur un certain nombre d'usages du digital. Donc voilà, j'ai essayé de traiter un petit peu les choses rapidement pour ne pas prendre beaucoup de temps et je vous remercie. Et beaucoup aussi, Chakib. On reviendra après, juste après pour un mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup pour les participants, mais également pour les intervenants qui ont patienté une demi-heure en plus du temps prévu. Si Zuhir, en fait, deux questions auxquelles on n'a pas répondu, mais peut-être tu peux revenir sur les autres questions. Une question sur le mindset. Comment développer justement ce mindset du digital? C'est une question d'Elsino Felbenaini. Et une autre question sur l'impact éventuel, plutôt c'est une question d'Elsi Youssef, Youssef Fdaoui, et puis une question d'Elsi plutôt de Nawel Benaini, très importante sur l'impact du digital par rapport aux disparités entre les couches sociales. Est-ce que le digital peut être un facteur pour justement creuser ce fossé entre les différentes couches sociales et entre les différentes régions du pays? Et bien sûr, tu peux revenir sur les autres questions. Merci beaucoup, Mohsin. Alors, encore une fois, je pense que si Mohamed et si Chakib ont déjà répondu à une grande partie des questions. Alors, je voulais peut-être sur le point d'IL Mindset, je pense c'est un vrai enjeu. Je pense que le digital n'est pas que de la technologie, c'est d'abord de nouvelles valeurs et un nouveau mindset. Parmi ces valeurs, la confiance, l'ouverture, l'horizontalité, la décentralité, etc. Tout ça. C'est Zouher, on t'a perdu. Si tu peux réactiver Ça doit être dans les paradis. Oui. Oui. Donc, je disais que moi, parmi les choses que je pense qui seraient nécessaires, c'est vraiment faire une académie du mindset, a Growth Mindset Academy, qui permettrait de former les gens au nouveau paradigme, au nouveau mindset, aux nouvelles cultures qu'apporte le digital, parce que c'est ces cultures qui vont faire les GAFA de demain, c'est cette culture qui va faire la collaboration entre les différents acteurs, c'est ces cultures qui vont créer les conditions pour avoir une forte agilité et une forte intelligence collective. Je pense que au-delà de l'intelligence artificielle, je pense qu'on doit développer d'abord et avant tout cette intelligence humaine qu'apporte le digital et qu'apporte cette transformation digitale. Je vais revenir au point, à la proposition de Serachid. Je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on ait, de la même façon qu'avec Covid, qu'on ait effectivement un fonds important qui permette à notre société de se transformer, de devenir une smart nation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental et il faut qu'on réfléchisse d'un côté, d'un point de vue industriel, dans une logique de souveraineté, etc., mais aussi d'un point de vue social, sociétal et économique pour transformer l'ensemble de la société. Et c'est deux choses qui doivent être d'une certaine manière complémentaires et qui doivent s'inscrire dans une logique effectivement de… Alors, je pense qu'il faut juste qu'on note que le Maroc, à mon sens, malgré le fait que je vais peut-être choquer beaucoup de gens, mais on est peut-être aujourd'hui encore sous protectorat dans le domaine digital. On dépend énormément des autres. Et c'est important aujourd'hui qu'on arrive à acquérir un certain niveau d'indépendance de décision
comme ce qu'on a vu justement pendant cette crise, et d'indépendance en termes de capacité d'agir à différents niveaux dans le domaine, dans le domaine digital. La question en fait que tu as posée aussi, je pense que il y avait la question aussi de la confiance qui a été posée. Je pense qu'on ne peut pas construire cette nouvelle société, ce nouveau modèle de développement, si on n'arrive pas à construire d'abord sur la confiance. Alors, il y a des choses qui n'ont pas été dites, par exemple, sur le modèle de développement, qui n'ont pas été dites de manière, ils n'ont pas été mises en avant. Mais par exemple, le terme confiance, il se répète pratiquement une quarantaine de fois dans ce nouveau modèle de développement. Le terme création de valeur, il est répété plus d'une cinquantaine de fois. Le terme collaboration est répété une vingtaine de fois. Le terme agilité est répété une vingtaine de fois. Donc, il y a, en dehors de ce qui est dit de manière technique, comme option, comme choix, comme axe de travail et comme axe de développement, il y a aussi des questions de valeur, de mindset qui sont derrière. Et je pense que la confiance en est un. Le digital, c'est aussi le fait de dire que aujourd'hui, parmi les choses qui compliquent, par exemple, le parcours d'acquisition, c'est aussi cette problématique de demander beaucoup de justificatifs, alors que dans d'autres pays, une déclaration sur l'honneur suffit. Le fait de s'engager suffit pour permettre de faire la confiance d'abord et contrôler par la suite, et en cas de fraude, de sanctionner. Mais je pense qu'on ne peut pas bâtir cette nouvelle société si justement on se basera sur ces éléments. Donc voilà, je pense que pour les autres questions, il y a eu d'excellents. Justement, un dernier point, franchement, en fait, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu et que je trouve très intéressante. Qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel? Une personne qui nous écoute, une personne qui est intéressée par le développement du digital dans le pays, qu'est-ce qu'il peut faire à titre individuel? Et peut-être c'est Mohamed. Et en même temps, un mot de la fin pour que je laisse la parole à c'est Mohamed pour clôturer mon pote. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est se dire comment on peut aider à consommer la technologie et la valeur créée au Maroc. Je pense que ça, c'est important. Je pense qu'à chaque fois qu'on essaie de consommer, il faut qu'on y pense. Et quand je dis consommer, pas forcément en termes de produits, mais aussi en termes de data. Il y a une vraie question de data aujourd'hui. À l'instant où on parle, 99% de la data qui est échangée, et elle va dans des serveurs ailleurs, elle va à d'autres. Je pense que la question de la data est fondamentale. Il faut aussi qu'on la mette au centre, et que d'une certaine manière, on sauvegarde ou on fasse confiance à des acteurs en interne, justement pour pouvoir mieux gérer et suivre nos données. Je pense que ça, généralement, on est plutôt dans l'approche inverse. Au-delà de ça, je pense qu'il est fondamental aujourd'hui que tous ensemble, chacun selon sa responsabilité, on collabore pour justement créer ce nouveau modèle de travail avec une logique où on se fait confiance entre privé, public, entre grands acteurs, petits acteurs, entre multinationales ou grands groupes et start-up, pour justement permettre l'émergence de ce nouveau Maroc qui, à mon sens, serait beaucoup plus humain et beaucoup plus digital. Je vais juste répéter une phrase que je dis assez souvent c'est qu'aujourd'hui, dans un monde qui est dominé par l'intelligence artificielle, je pense qu'il est temps en fait, il faut qu'on fasse tout pour qu'on soit un pays où qu'on soit tous extrêmement plus intelligents, beaucoup moins artificiels et profondément plus humains. Merci beaucoup, c'est Zouhair. C'est Mohamed. Peut-être répondre à cette même question qui est qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel, et puis un mot de la fin. Désolé si on vous a pris tout ce temps, je sais que vous êtes c'est un plaisir de vous écouter. Mais ça me fait énormément aussi plaisir d'écouter si Zouhair. Je crois qu'il s'est racheté un Mohsiniak. Zouhair avec son intervention, là, chauffe les mesures sanitaires feront qu'on va reporter Machi Mouchkil. Ça fait un virement du montant. Exactement. Super. Alors, la personne, le participant qui se pose la question, comment est-ce qu'il peut apporter sa pierre et l'édifice. Vous savez, il y a différents canaux et on a besoin de toutes les compétences dans ce pays. Chacun peut apporter son petit epsilon, et le sigma des petits epsilon font que l'ouad qui est. Donc
chacun peut apporter. Le plus important, c'est de se poser la question de on va dire, quel crédit, énergie, temps on dispose, de quelles compétences est-ce qu'on dispose, et on peut rallier on va dire, de très belles institutions comme l'APB, comme l'OSIM, comme d'autres institutions pour apporter sa pierre à l'édifice, hein. Juste pour que je partage avec vous, depuis 4 ou 5 ans, on fait des roadshows de sensibilisation à la cybercriminalité auprès d'enfants en bas âge venant de zones défavorisées ou de femmes illettrées ou d'hommes illettrés. Et vous ne savez pas ce que cela donne. Ouais, et des fois, on le fait même avec d'autres associations qui sont dans d'autres domaines, hein. L'association Rhin, par exemple, qui œuvre pour tout ce qui est maladies néphrotiques. Donc, il rassemble tous les petits-enfants qui souffrent de ce genre de pathologie ou de femmes, leurs mamans, leurs familles, etc. Et on leur fait une sensibilisation, ou on l'a fait aussi avec Ibni Araba, et on leur fait une sensibilisation par rapport à tout ce qui est cybercriminalité, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, voilà ce qu'il faut faire, etc., etc. Donc ça, par exemple, on a aussi des intervenants bénévoles qui font cela avec nous. On fait aussi un programme auprès des TPE et PME, un programme que nous avons baptisé ITAM, IT OSIM Maturity Model, où un certain nombre de consultants, en fait, qui ont une expertise dans le digital, ils viennent donner 2, 3, 4 jours par an, par exemple, ou selon leur disponibilité, pour donc venir évaluer chez une TPE, chez une PME, sa maturité, selon le domaine de compétences. Ça pourrait être en gouvernance, ça peut être dans l'opérationnel, ça peut être sur son système de gestion de facturation, ça peut être en termes de cybersécurité. Et donc, si elle peut pondre un petit rapport de 3-4 pages, par la suite, on l'utilise pour aller chercher d'autres partenaires qui sont fournis sur des services ou fournisseurs de solutions, et donc qui apportent aussi de la valeur ajoutée pour cette TPE ou PME. Donc voilà très rapidement ce que chacun peut faire. On peut aussi, voilà, on peut phosphorer sur plein de choses, hein, si vous connaissez l'OSIM, et si vous connaissez le 27, notre bureau sur l'avenue Tseddert, passez prendre un café. On serait hyper content de partager avec vous tous les projets dont on dispose, et vous allez voir où c'est qu'on en a pas mal, hein, une douzaine de programmes, on va dire programmes, c'est des grands projets dans lesquels vous pouvez vous insérer. Alors, ceci dit, peut-être un mot pour conclure. Ria Kasdi Mohsin. Tout à fait, c'est Très bien. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est en phase de planter cet arbre, hein. C'est le moment de planter cet arbre, et cet arbre s'appelle le nouveau modèle de développement. Dieu merci, il y en a un et qui a été commandité par le plus haut sommet de l'État. Et donc, bien évidemment, cette équipe, encore une fois, elle est mashkoura d'avoir travaillé bénévolement sur ce document-là. Ce document, il est perfectible, et donc, bien évidemment, charge à nous. Nous sommes tous responsables. Il n'y a pas que cette commission, il n'y a pas que le gouvernement, les rédigé, ou le flinflani, ou le conseiller flinflani. Nous sommes tous responsables. Quand on parle de la start-up, moi, j'ai envie de poser la question à mes acolytes de l'OSIM. Combien dans leur chiffre d'affaires commande est-ce qu'ils réservent aux startups? Voilà une question. Donc, je ne dois pas attendre à ce que l'État me fasse l'incentive pour que je puisse engager la start-up ou autre. Aujourd'hui, si on veut être acteur de changement, nous sommes tous responsables. Tous responsables, tous digital responsables, au profit, dans l'intérêt de cette nation, de cet État, pour nos enfants, pour le Maroc de demain. Nous sommes tous responsables. Kul wahed peut apporter sa graine sa pierre à l'édifice, pour que, donc justement, on puisse rêver de ce Maroc 2035 avec 3 fois le PIB, avec X% de croissance, avec une digital nation. Donc voilà, c'est mon dernier mot, hein, j'ai envie de dire. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre, hein. C'est le nouveau modèle de développement, il s'amène avec, donc justement, une feuille de route qui se respecte, elle est perfectible. Faisons en sorte, nous tous, et gouvernement, et CGEM, et associations, et société civile, pour donc justement concrétiser la réalisation, la mise en place de ce nouveau modèle de développement. Merci encore pour l'invitation. C'était magnifique. J'étais ravi de faire cet échange avec vous.
On a eu cette excellente cerise sur le gâteau, clôture. Nous sommes tous responsables, à chacun de nous de porter sa pierre à l'édifice. C'est un édifice qui ne peut se construire qu'avec nous tous. Il n'y a pas de réponse et il n'y a pas de contribution individuelle. La contribution ne peut être que collective, que coopérative, que collaborative, justement pour arriver à l'objectif qui nous est tous cher, faire développer notre pays, le faire évoluer, le placer au plus haut du sommet des nations dans ce domaine et dans tous les domaines. Le digital est aujourd'hui omniprésent, on le retrouve partout. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, on s'excuse. La recherche scientifique, l'innovation, elle est fondamentale dans ce modèle-là parce qu'on ne peut pas avancer dans un mode qui change chaque jour sans penser différemment et sans avoir de la créativité, de l'imagination et de l'innovation. Donc, essayons d'œuvrer tous. Alors, on peut écrire un petit article, on peut apporter des propositions, on peut contribuer dans des actions, comme a dit Sidi Mohamed, au niveau d'acteurs de la société civile. On peut également se former parce que rien qu'en développant nos compétences, on est en train de développer un petit bout de notre pays qui demain sera un grand bout. Et justement, c'est pour ça que je tiens à remercier pour clôturer justement la Business School de l'ESL-SCA parce que justement, l'un de ses objectifs, c'est de former les leaders de la transformation digitale de demain. TLMI, avec la partie consulting qu'elle apporte notamment pour l'administration publique, mais également pour le privé dans la thématique transformation digitale. Sidi Mohamed Saad et Sidi Shakib Achour ou Sidi Zuhair Khadissi pour leur contribution extrêmement intéressante. C'est vraiment un jus, زعما نقول لكم زعزع ولكن ما نصبت من زعزع parce que c'est tellement riche que c'est en fait un jus concocté de différentes sources avec vraiment l'essentiel de ce qu'on peut avoir comme réflexion, comme perspective, comme prospective par rapport au digital dans notre pays. Merci encore une fois. Merci aux participants qui sont restés jusque-là. On a encore une cinquantaine de participants. On était à une centaine, voire plus. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup et bon long week-end et bonne fête à la prochaine. Au revoir. Merci Sidi Mohsin, bravo pour la modération. Tabarakallah alayk. Merci Brillant beaucoup. comme toujours. Tabarakallah alaykum. Merci. Merci à vous.